Reportage. Deuxième. Première. Bonjour Aurélie. Bonjour. Comment vas-tu? Bien et toi? Mais ça va très bien. Merci de nous accueillir chez toi. Bienvenue à vous. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton idée de commerce et ton installation? Je me suis installée il y a 10 mois à peu près. Donc l'idée c'était de faire un salon de thé brocante décoration dans lequel on pouvait boire du thé. Donc il y a une cinquantaine de thés à déguster et en même temps chiner, trouver des objets qui nous plaisent dans le magasin. Tu es installée à Noyon. Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait réfléchir au concept que tu as créé et pourquoi spécialement Noyon? Alors le concept c'était de réunir toutes mes passions, déjà tout ce que j'aimais, c'est-à-dire chiner, la brocante, la décoration et la passion et l'amour pour le thé. Donc j'en ai fait un espèce de mix où j'ai tout réuni dans cet endroit-là. Noyon, pourquoi Noyon? Déjà parce que le centre-ville est magnifique, parce que j'ai fait une étude de marché très importante. Étude de marché, je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas de thé à Noyon, il n'y avait personne qui vendait du thé. Sur Compiègne oui, mais à Noyon non, donc les gens allaient tous sur Compiègne pour chercher leur thé. Le but était de venir ici et après l'endroit a fait que, parce que le bâtiment était propice à ça. Il y avait un petit jardin à l'extérieur, c'était vraiment l'endroit qui a été le coup de cœur aussi et qui a fait que du coup j'ai voulu m'installer ici. Tu as abordé un thème qui est vraiment important, notamment l'étude de marché. Oui. Comment tu as procédé pour faire ton étude? Tu as été accompagnée? Tu as trouvé Oui, j'ai été accompagnée du CCI à Compiègne, avec lequel j'ai fait une formation en fait, pendant 2 semaines sur comment créer une entreprise. Au-delà de ça, j'ai également mon mari qui a une entreprise et dans ma famille, j'ai pas mal de chefs d'entreprise. Donc, ils ont pu aussi m'aider pour faire le business plan, monter le dossier, etc. Notamment au niveau des banques où c'est pas évident non plus dès le début. Et donc, tous ces gens-là étaient acteurs pour pouvoir m'aider pour monter mon projet. Tu abordes les thèmes très importants encore. Le second, c'est la famille. Oui. L'accompagnement professionnel, on va dire, c'est Oui. une chose. Et également l'accompagnement familial, je pense que c'est primordial peut-être. Oui, également parce que c'est un projet aussi familial. Donc si la famille ne suit pas, le projet ne peut pas avoir lieu parce que c'est un changement de vie aussi, de créer une entreprise. Parce qu'il y a ce qu'on voit, c'est un peu comme l'iceberg et ce qu'il y a en dessous. Donc ce qu'il y a en dessous, il y a beaucoup de choses à faire. Donc il faut que la famille soit OK pour que tout se mette en place et qu'on puisse créer sereinement notre entreprise. Alors, dans ton parcours de créatrice, Oui. donc avant ces 10 premiers mois de création, Oui. quelle a été une des plus grandes difficultés à laquelle tu as dû faire face? Alors moi, c'était principalement la comptabilité parce que je suis complètement nulle en comptabilité, faut être clair. Je suis très créative, j'avais déjà les couleurs, j'avais déjà tout trouvé. Mais la créativité, ça c'est quelque chose. La comptabilité, ça c'est quelque chose qui est compliqué. Donc là aussi, je me suis fait accompagner, notamment par un comptable, c'est très important. Un expert comptable qui a pu m'aider à monter mon dossier, à m'expliquer les choses, le statut notamment. Enfin, il y a des choses qui sont hyper importantes et qu'on ne peut pas faire soi-même en choisissant comme ça, tiens, je vais faire une URL, une SARL. Non, il faut vraiment être accompagné par des professionnels pour pouvoir créer sa société et choisir son bon statut et faire sa comptabilité. Je t'ai pas demandé, mais quel est ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à devenir commerçante? Alors moi, j'ai toujours été dans le commerce. J'ai commencé le commerce, j'avais 16-17 ans, donc j'ai toujours été dans le commerce. J'ai travaillé pendant plus de 13 ans dans les cuisines. J'étais conceptrice commerciale. Donc je faisais des cuisines, des salles de bain, des dressings. Donc j'allais chez les clients, je faisais des plans, etc. Un métier dans lequel je m'éclatais très clairement. Et puis après, j'ai eu mes enfants. Ça change un peu la donne. Et puis, crise de la quarantaine arrivant, je me suis dit, je vais faire ma propre... Mais j'avais toujours eu ça dans l'idée de faire un jour ma propre société. Mais je ne savais pas encore quoi. Et je me suis dit, c'est maintenant, parce que si on recule, on ne le fait jamais en fait. Donc je me suis dit, non, j'ai des enfants. En fait, je me trouvais mes propres barrières. Et je me suis rendu compte qu'en fait, non, on se les met tout seul. Parce que je me dis, j'ai 4 enfants, je ne peux pas faire une société. Or, on peut faire une société. Donc voilà, donc il faut être bien entouré aussi. Je crois que l'entourage, j'en parle beaucoup, mais c'est vraiment hyper important. Donc j'ai décidé de créer ma société maintenant. Je me suis dit, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Donc voilà.
Alors, tu parlais justement de tes enfants Mhm. qui, dans l'inconscient, c'est vrai que le côté familial peut être un soutien, ça c'est une obligation, mais surtout aussi peut-être une barrière ou un frein de se dire est-ce que je ne vais pas empiéter sur ma vie de Ouais. famille? Et là, finalement, toi, tu as trouvé un équilibre et une organisation. Alors, je commence à la trouver au bout d'un an, parce que les premiers mois, c'est pas ça du tout. Mais je commence à trouver, oui, on commence à trouver un certain équilibre. C'est pas encore tout à fait ça, mais ça commence à se mettre en place. Mais oui, il faut une organisation, une grosse organisation. Ouais. Surtout quand on a 4 enfants, il faut une grosse organisation déjà normalement, mais avec une société encore plus, quoi. Mais c'est possible. C'est possible. Tout est possible quand on en a envie, c'est possible. Très bien. Donc maintenant, plus par rapport à ton commerce Oui, et aux produits, parce que donc on a la partie salon de thé, mais oui, aussi tu fais de la la vente décoration, également de tout décoration. à fait. Comment as-tu procédé pour trouver tes fournisseurs? Alors au début, c'était un peu, je tâtonnais un petit peu. J'ai une amie qui était dans la déco, donc elle m'a donné 2, 3 noms de fournisseurs, etc. Et après, je suis allée dans un merveilleux endroit qui s'appelle le Salon Maison et Objets à Paris, le Disneyland des adultes. Oui. Alors pour vous expliquer un peu, la première fois que j'y suis allée, en 2 jours, j'ai fait 22 km de marche quand même, hein, donc voilà. Et j'ai réussi à trouver via ce salon, c'est là où tous les fournisseurs quasiment du monde entier sont présents. Donc on arrive à trouver, et puis selon nos valeurs, selon notre éthique, parce que moi je voulais des produits vraiment quasiment que français. Donc voilà, là vous avez tout est noté, enfin vous pouvez trouver vos fournisseurs comme vous le souhaitez, quoi. Et il y a un panel de fournisseurs qui est assez extraordinaire, donc c'est très intéressant. Tu nous avais expliqué que le jour de ton ouverture, Oui. tu avais été un peu dévalisé. Oui, parce que j'avais pas du tout prévu en termes de stock ce qui allait se passer. On sait jamais trop. De toute façon, on ouvre un magasin, mais on sait pas. Donc j'avais fait certaines commandes et voilà, je me suis retrouvée un peu le bec dans l'eau parce que j'avais pas anticipé mes commandes assez à l'avance. Et en fait, je me suis aperçue que on est arrivé, j'ai ouvert au mois d'octobre et Noël arrivant très rapidement derrière. J'avais pas anticipé mes commandes et je me suis retrouvée avec des délais qui étaient vraiment rallongés, des fournitures que j'ai pas à avoir, fournitures que je n'ai pas pu avoir pour Noël. Donc voilà, donc là au bout de 10 mois, oui, là je vais anticiper Noël autrement. Mais la première fois, oui, ça fait partie de ces choses où on nous prévient pas en fait. On y va un peu, voilà, on ne sait pas comment ça se passe. Et ça, on nous l'apprend pas, on nous le dit pas. Donc voilà, la gestion des fournisseurs, etc., c'est quelque chose que, voilà, ça on le découvre vraiment sur le tas. Mais bon, au moins on le découvre et puis après on refait pas l'erreur, quoi. Une fois, mais pas deux. Ça, tu peux, avec tes fournisseurs locaux, on va Oui, dire, tu pallies justement exactement, au risque d'être exactement. en rupture de stock. Tu as de quoi Et faire. j'anticipe beaucoup mes commandes. C'est-à-dire que maintenant, au lieu de commander un sachet d'1 kilo, j'en commande 2 kilos ou 3 kilos tout de suite. Mais parce que je sais qu'il y a de la demande, j'ai un visuel sur l'arrière, je sais combien je dois fournir de thé. Au début, on ne sait pas du tout, on est dans l'inconnu. Donc on se dit, on prend un petit kilo, on va voir. Et puis au début, on est un peu sur les freins aussi, on se dit, oula, alors moi qui suis très dépensière dans ma vie personnelle, je peux vous assurer que dans ma vie professionnelle, c'est pas du tout le cas. Et du coup, on est plutôt tendance à se dire, voilà, on va me prendre pas trop pour voir. Et en fait, quand ça fonctionne bien, il faut aller plus vite, quoi. Donc voilà, c'est toujours, en fait, le métier, c'est toujours anticiper. Voilà, il faut toujours anticiper, tout le temps. Il faut penser à après. C'est pas maintenant, c'est après. Et ça, après, ça se met en route dans le cerveau et ça se fait automatiquement, on sait, voilà. Là, moi, je pense déjà à Noël, je suis déjà dans Noël. Je suis même plus dans Halloween, je suis déjà dans Noël. J'ai déjà programmé tous mes ateliers d'Halloween. Enfin, voilà, déjà, c'est calé, quoi. Parce que sinon, on peut pas, hein, on est obligé. Alors, tu parles des ateliers. Oui, Justement, tu proposes une prestation ouais. complémentaire dont on n'a pas encore parlé. Tu peux nous en dire plus? Et bien en fait, ce qui est super dans ce magasin, c'est qu'il y a le petit jardin là au fond et il y a un petit atelier qui n'est pas très grand et on peut recevoir 4, 5 personnes. Et en fait, il y a des intervenantes qui viennent toute mon année, spécialement samedi, généralement c'est là où il y a plus de monde, et le premier mercredi de mois pour les enfants. Et en fait, elles viennent faire des ateliers, donc ça peut être de la céramique, des fleurs séchées, des ateliers pour créer ses cosmétiques bio, enfin voilà, c'est plein de choses comme ça qui se font tout au long de l'année. Et donc elles ont leur petit local et on propose une formule avec une formule gourmande dans l'atelier, avec un petit morceau de gâteau, un thé ou une boisson chaude. Et c'est un partenariat finalement aussi avec des... C'est ça, des gens locaux, Voilà. voilà, des entreprises locales. Voilà, ça s'est fait naturellement en fait à l'ouverture, au fil des rencontres. Les gens sont venus me voir et on a discuté, etc. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est principalement des femmes, alors ça c'est chouette aussi, parce que du coup c'est vraiment un réseau
entièrement féminin, quasiment. Alors, non pas que je sois contre les hommes, mais là, pour le coup, voilà, je suis fière de... Parce que faire un commerce tout de suite, toute seule dans mon coin, c'était vraiment pas l'intérêt. Mais vraiment, vraiment, je le dis à tout le monde, juste avoir mon truc à moi, non. C'était aussi faire vivre les gens autour et qu'il y ait de l'animation et que ça communique et que voilà, ça bouge et qu'il y ait des choses qui se passent et pouvoir faire travailler d'autres gens, c'est génial, quoi. On a le plaisir aussi, c'est pas que nous, c'est nous et d'autres personnes. Ça, c'est chouette. Et par rapport à... Donc là, déjà, bon, c'est une chose, ça te permet d'avoir des clients peut-être nouveaux aussi avec les partenaires avec qui tu travailles lors des ateliers. Oui. C'est donnant-donnant finalement parce que tu as des clients à toi, Oui, j'imagine. et des clients à eux qui viennent et du coup voilà, ça ramène aussi d'autres clients. Donc oui, c'est donnant-donnant aussi, on se fait connaître. Et c'est par les réseaux sociaux aussi, se font connaître, moi je me fais connaître, donc, voilà, tout se mélange un peu, donc c'est intéressant, quoi. Alors tu parles des réseaux sociaux, justement. Quel est ton usage des réseaux sociaux? Tu es sur quel... Tous les jours. Même pendant les vacances. Je reviens de vacances, j'ai pas hâte pendant les vacances. Tous les jours, Instagram, beaucoup, parce que ma clientèle est beaucoup sur Instagram, Facebook un petit peu. Mais vrai, c'est vrai que je communique. Alors TikTok, non, parce que c'est pas ma clientèle, ni l'âge de ma clientèle. Par contre, Instagram, oui, je communique énormément sur Instagram. Tous les jours, des réels, des stories, des photos, pour montrer les produits. Ce qu'on fait, ce qu'on propose, donner aux gens envie de venir aussi. Et les gens, après, font leurs publications que je republie, donc du coup, c'est cool, quoi. Ça se fait, voilà. Tu as déjà une belle communauté Ouais, je sais plus combien de personnes, 2500 personnes, je crois, quelque chose comme ça, qui me suivent. Pour une petite structure, c'est chouette. Une vraie Instagram. Ouais, bah non, je dis pas ça, mais bon, j'essaye avec mon petit téléphone. Non, c'est super, parce que franchement, les vidéos que tu fais, elles sont toujours bien cadrées, pour le coup. Et c'est vrai que ça donne envie à chaque fois de voir tes produits, les explications, la petite musique, les petites choses comme ça. C'est tout, enfin ça on s'en rend pas compte, mais c'est du travail aussi. C'est du travail, ça prend du temps, surtout quand on fait des vidéos, des réels qu'il faut mettre les unes après les autres avec les temps, etc. On se rend pas compte, mais oui, ça prend beaucoup de temps, les photos, les cadrer et tout. J'essaye de le faire dans des temps où voilà, il n'y a pas grand monde, ou alors le soir, quand les enfants sont couchés, parce que la semaine, des fois, j'ai pas le temps. Donc j'essaie, dès que j'ai un petit temps de libre, je prends des photos, par exemple, pour après. Aujourd'hui, il fait beau, je vais prendre des photos de dehors que je publierai peut-être demain ou après-demain. Mais au moins, voilà, les photos seront prises, j'aurai plus qu'à faire la publication derrière. Tu programmes tes publications? Je le faisais avant, maintenant je le fais plus parce que j'avais des problèmes de publication, enfin, ça se faisait pas correctement. Et j'aime bien le faire pendant mes heures d'ouverture ou le soir, enfin, voilà, donc ça me dérange pas. Au niveau de tes horaires, comment ça se passe? Alors là, j'ai changé, je suis en horaire d'été. Parce que le soir, c'est très dur de mettre les gens dehors à 18h, parce qu'ils sont bien dans le jardin. C'est comme il y a le jardin, c'est vrai que les gens ont tendance à être bien dedans et à avoir du mal à partir. Donc là, je fais 10h30, 18h30. Mardi, jeudi, vendredi, samedi. Et je suis ouvert le premier mercredi du mois, toujours aux mêmes horaires. Et mes horaires habituels sont 10h, 18h. Horaires d'hiver. Horaires d'hiver, c'est ça. Oui, tu t'adaptes finalement à ta clientèle. Bah oui, parce que voilà, comme je vous dis, le petit jardin qui est derrière, les gens aiment bien rester. Hier, j'ai des gens qui sont restés jusqu'à, il était quasiment 7h. Donc bon, je vais pas les mettre dehors. Bon, au bout d'un moment, je dis, il faut que j'y aille, mais bon, voilà, non. Après, les gens sont habitués plus ou moins aux horaires, donc ils savent maintenant. Ils respectent à peu près. Oui, puis j'ai une grosse clientèle d'habitués quand même, donc ils savent à peu près les horaires. C'est beau ça d'avoir ta clientèle. Déjà, ouais, c'est chouette. Non, c'est sympa. Puis les gens ramènent des gens. Enfin, c'est vrai que je communique beaucoup. Alors, je fais que de la communication par réseau. C'est vrai que j'ai pas fait dans les journaux, etc. Enfin, j'ai pas fait de flyers, j'ai pas fait de choses comme ça. Et en fait, je misais beaucoup sur le bouche à oreille et j'ai de la chance, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est vrai que... Et surtout dans cette saison, là, on est en été, donc c'est vrai que les gens ramènent beaucoup leur famille ou leurs amis qui viennent passer des vacances. Donc là, j'ai beaucoup de monde en ce moment aussi. Les gens qui disent que le mois d'août est calme, bah pour moi, ça me ramène du monde aussi, des nouvelles personnes. Donc, on a parlé tout à l'heure de la plus grande difficulté que tu avais pu rencontrer dans ton parcours de créatrice. Aujourd'hui, voilà, au bout de ton parcours de créatrice et de chef d'entreprise, quelle est la plus grande fierté que tu as? De coïncider ma vie pro et ma vie perso, c'est ce qui est le plus dur. Et puis, voilà, d'arriver à toujours imaginer des choses pour après, ça c'est chouette aussi. Ça c'est... Voilà, les gens sont contents, ils reviennent et ils se disent « Ah bah ça c'était pas la dernière fois, il y a des nouveautés. Ouais, » Ça c'est bien, faire vivre aussi. Ça c'est pas ma fierté, mais je suis contente que les gens à chaque fois viennent et découvrent des nouvelles choses.
tu aurais une petite astuce ou un conseil que tu donnerais à une créatrice qui n'ose pas franchir le pas? Déjà de bien s'entourer, de trouver les formations si la personne a peur, enfin a des appréhensions, etc. D'en discuter avec des professionnels qui vont pouvoir l'aider et lui dire exactement ce qu'il faut qu'elle fasse. Et puis il faut se lancer parce que si en fait, il faut une partie de folie quand même, hein, parce que sinon on reste chez soi. Donc, il faut être un peu fou quand même. Et puis, oui, avoir ça. Si c'est sa passion, ça marchera. Les gens, c'est ce qu'ils voient. Si vous aimez ce que vous faites, moi, je dis, je vais pas au travail, je vais mon deuxième chez moi. Les gens, ils le sentent, ils le savent. Donc, voilà. Si vous faites ce que vous aimez, ça marchera.